Juillet 1877. Trois femmes se rendaient à Tombstone, sans se connaître et sans savoir ce qui les attendait. Mary Calhoun était assise dans un wagon du Southern Pacific Railroad avec deux enfants. Son fils dormait contre son épaule, sa fille regardait par la fenêtre la plaine calcinée. Mary tenait une lettre de Thomas Anderson. Magasin sur Allen Street, 2 étages, logement à l'étage. Elle avait 28 ans, elle était veuve depuis 1 an. La romance ne l'intéressait pas. Le même jour, Sarah Lindstrom changeait de train pour une diligence à Tucson. 22 ans, fille de fermier de l'Ohio. Elle transportait 6 lettres de Jack Collins. Il y décrivait la mine, les couchers de soleil sur les montagnes, la maison qu'il construisait. Sarah relisait les lettres la nuit et rêvait. Elizabeth Royce voyageait à bas prix dans une diligence bondée. 19 ans, ancienne domestique de Boston. Un sac de toile en guise de valise. Un bref message de William Grant. « Viens, je t'épouserai. Travail stable. » Elizabeth ne cherchait pas l'amour, elle cherchait à survivre. Mary arriva la première, tôt le matin. Tombstone l'accueillit avec une odeur de poussière, de fumier et de fumée. La ville ressemblait à un campement provisoire. Des constructions en bois le long de 2 rues, des tentes entre les maisons, des saloons tous les 50 pas. Partout des hommes, devant les magasins, devant les saloons, simplement dans la rue. Ils regardaient Mary et les enfants avec une curiosité manifeste. Elle vit 3 femmes, une près de la blanchisserie, 2 près de l'hôtel. Thomas Anderson attendait devant le magasin. 45 ans, grand, grisonnant, en chemise propre. Tombstone, en 1877, n'était pas encore devenue une légende. C'était l'une des centaines de villes champignons sur les gisements d'argent de l'Arizona. Population, environ 800 personnes. Parmi elles, 32 femmes. Mary devint la 33e. Vous demanderez, pourquoi un tel déséquilibre? Regardons les chiffres. En 1870, dans l'Ouest américain, on comptait en moyenne 3 hommes pour une femme. Dans les camps aurifères et argentifères, la proportion était différente. 20 pour une, 30 pour une, dans certains endroits, 50 pour une. Tombstone, avec son ratio de 25 pour une, était un cas typique. Les épouses par correspondance devinrent une réponse économique à ce déséquilibre. Les hommes avaient besoin d'épouses pour tenir le ménage, enfanter, créer de la stabilité. Les femmes avaient besoin de maris pour obtenir un statut, une protection, des moyens de subsistance. À l'Est, après la guerre de sécession, il restait trop de veuves et trop peu de perspectives. À l'Ouest, il y avait trop d'hommes seuls et trop peu de civilisation. Comment fonctionnait le système? Par des annonces dans les journaux. Chercheur d'or, 32 ans, abstinent, cherche épouse bonne ménagère, veuve, 35 ans, 2 enfants, prête à déménager, sait coudre. Il existait des agences intermédiaires qui tenaient des fichiers de prétendants et de prétendantes, organisaient la correspondance moyennant pourcentage. Les lettres mettaient des mois à arriver. L'homme exagérait sa situation. La femme minimisait son âge ou cachait ses enfants. Puis un billet, le voyage, la promesse de se marier immédiatement. Selon les estimations des historiens, de 1860 à 1890, entre 30 et 50 000 épouses par correspondance vinrent dans l'Ouest. La plupart, des veuves. Beaucoup, des filles de fermiers ruinés. Certaines, des orphelines et des réfugiés économiques. Elles ne venaient pas pour la romance. Elles venaient pour survivre. Mary, Sarah et Elizabeth faisaient partie de cette statistique. 3 femmes, 3 histoires, un phénomène. Mary monta au 2e étage du magasin et inspecta les pièces. Propres, austères, mais pas misérables. Un lit, une table, une chaise, une commode. Dans la chambre d'enfant, 2 lits étroits et un coffre. La fenêtre donnait sur Allen Street,
où la foule s'agitait en bas. « C'est bruyant ici, dit-elle. La ville grandit vite. Des gens arrivent chaque jour. Mais ça se calme le soir, surtout en semaine. » Bien. Je ne me plains pas, je constate simplement. Thomas la regarda attentivement. Tu n'es pas de celle qui s'attendait au calme et à la tranquillité, n'est-ce pas? Non. Je savais où j'allais. Le soir, ils étaient assis à table. Les enfants dormaient. Thomas versa du café pour eux deux. Parle-moi de ton mari. Comment est-il mort? Pneumonie. L'hiver d'il y a 2 ans. Il a laissé plus de dettes que d'argent. Il a fallu vendre l'atelier. J'ai essayé de trouver du travail, mais avec 2 enfants, personne ne voulait de moi. Nous vivions chez son frère, mais ça ne pouvait pas durer longtemps comme ça. Je comprends. Et les enfants, que disent-ils du déménagement? Mon fils est petit, il a 6 ans, il va là où je vais. Ma fille a 9 ans, elle comprend davantage. Elle m'a demandé si je serais heureuse. J'ai répondu que le bonheur est un luxe, et un toit au-dessus de la tête une nécessité. Thomas eut un sourire en coin. Bonne réponse. Je pense la même chose. Il se tut, puis continua. Ma femme est morte il y a 3 ans, en couche. L'enfant n'a pas survécu non plus. Depuis, je suis seul. J'ai engagé une femme pour faire la cuisine, mais il n'y en a pas ici. J'ai compris qu'il me fallait une épouse. Pas pour l'amour, mais pour la vie, pour l'ordre, pour un foyer. Mary hocha la tête. Je comprends. J'ai besoin d'un mari, moi aussi. Pas pour la romance, mais pour la protection, pour le statut, pour que les enfants grandissent dans une maison où il y a un homme. Alors nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. C'est bien. Ils restèrent silencieux. Puis Thomas dit « Je propose ceci. Vivons ensemble 1 semaine. Si ça ne te plaît pas, j'achète un billet retour. Si ça te plaît, nous nous marions. Discrètement, à l'église, juste nous et les témoins. Sans festivité. D'accord, mais une condition. Si je reste et deviens ta femme, tu traites mes enfants comme les tiens. Ne les gâte pas, mais ne les maltraite pas non plus. C'est juste. J'accepte. » Ils se serrèrent la main par-dessus la table. Le marché était conclu. La semaine passa dans le travail. Mary cuisinait, faisait le ménage, aidait au magasin. Thomas lui montra le livre de comptes. Elle savait compter et écrire. Son mari tenait un atelier à Philadelphie. Elle gérait sa comptabilité. Thomas lui confia les registres. Les enfants s'habituaient. À la fin de la semaine, Mary comprit. Ici, on pouvait vivre. Pas dans le bonheur, mais dans la stabilité. Ils se marièrent un mercredi matin. Une petite église de bois à la lisière de la ville. Pour témoin, l'assistant de Thomas et la femme du forgeron. Le prêtre célébra une brève cérémonie. De simples alliances en or. 20 minutes. Après la noce, ils retournèrent à la boutique. Thomas l'ouvrit comme à l'ordinaire. Mary monta à l'étage et déplaça ses affaires d'une chambre à l'autre. À la fin du premier mois, Mary tenait les comptes de la boutique, Thomas lui confiait l'argent. Les enfants l'appelaient « Papa Thomas ». La nuit, ils partageaient le lit sans passion, mais sans brutalité, comme des gens accomplissant leur devoir conjugal. Le jour, ils travaillaient côte à côte. Parfois, Thomas posait la main sur son épaule en passant près d'elle. Mary lui préparait ses plats préférés. Ce n'était pas le bonheur, mais c'était plus que la solitude. Sarah Lindstrom arriva à Tombstone 5 jours après Mary. La diligence la déposa devant l'hôtel à midi. La chaleur lui frappait le visage, la poussière s'infiltrait sous son col. Sarah tenait sa valise et regardait la ville. Des rues poussiéreuses, des maisons de bois, des foules d'hommes. Elle cherchait la beauté que Jack décrivait dans ses lettres, les couchers de soleil sur les montagnes, l'air pur, l'espace. Pour l'instant, elle ne voyait que la crasse. Jack Collins se tenait sous le porche de l'hôtel. Chemise poussiéreuse, pantalon élimé, chapeau rejeté en arrière. Visage buriné, barbe de plusieurs jours.
Il n'avait pas 26 ans comme il l'avait écrit, plutôt 30. « Mademoiselle Lindstrom, je suis Jack Collins. Ravi de vous voir enfin. » Une voix rauque, mais pas grossière. Sarah se força à sourire. « Moi aussi, je suis ravie. Vous m'emmenez voir notre maison ?» Jack prit sa valise. « Bien sûr. Venez, je vais vous montrer. » Ils marchèrent le long de la rue principale, puis bifurquèrent sur un sentier qui sortait de la ville. Sarah posait des questions sur la ville, sur les gens, sur le travail. Jack répondait brièvement, évasivement. L'inquiétude montait à chaque pas. Au bout d'une demi-heure, ils débouchèrent sur une petite clairière. Un ruisseau, étroit, peu profond, mais qui coulait. Autour, des pierres et des buissons. Au milieu de la clairière se dressait une tente, en toile, vieille, rapiécée. À côté, un foyer, quelques caisses, une pioche, une pelle. Sarah s'arrêta. « Où est la maison ?» Jack posa la valise par terre. « Sarah, écoutez, je sais que j'ai parlé d'une maison dans mes lettres, et j'avais l'intention d'en construire une. Je vous le jure, j'en avais l'intention. Mais le bois coûte cher ici, et il y avait plus de travail à la mine que je ne le pensais. J'ai décidé d'extraire d'abord davantage d'argent et ensuite de construire comme il faut, pour que ce ne soit pas bâclé, mais solide. » Sarah restait silencieuse. Elle regardait la tente, puis lui. « Et la mine? Elle est où ?» Jack fit un geste vers une petite colline. « Là-bas. J'ai déposé une concession. J'ai commencé à creuser. Pour l'instant, les résultats sont maigres. Mais le filon est là, c'est sûr. Il faut juste du temps. » « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» « 8 mois. » « Et en 8 mois, vous n'avez même pas construit une cabane ?» Jack regardait le sol. « Je travaillais à la mine du matin au soir. Je pensais que je trouverais l'argent plus vite, et qu'ensuite, j'arrangerais tout. » Sarah s'approcha lentement de la tente, souleva le bord de la toile. À l'intérieur, un matelas à même le sol, une couverture, quelques gamelles, un sac de farine. « Vous voulez que je vive ici ?»« Temporairement, en attendant qu'on construise la maison. Je vous le promets, Sarah, je vous le promets. D'ici l'hiver, il y aura une maison. Je travaillerai encore plus. Vous m'aiderez. À deux, on ira plus vite. » Sarah se tourna vers lui. Dans ses yeux, il y avait une supplication. Ce n'était pas un homme méchant, juste un raté qui avait cru en son propre rêve et l'avait invité à partager ce rêve, sans penser que le rêve et la réalité étaient deux choses différentes. « Jack, dans vos lettres, il était écrit que la maison était presque prête, que vous aviez un revenu stable, que vous travailliez avec succès. Je ne voulais pas vous tromper. Je pensais simplement que j'aurais le temps avant votre arrivée, que tout changerait. J'ai fait de mon mieux, je vous le jure. » Sarah ferma les yeux. Elle avait parcouru 3000 miles, dépensé ses derniers sous pour le billet, quitté sa famille. Sa mère avait pleuré, son père avait dit qu'elle faisait une erreur. Sarah n'avait pas écouté. Elle croyait aux lettres. Elle croyait en Jack. Elle croyait en l'avenir. Et le voilà, l'avenir. Une tente sur un terrain vague. Une mine sans argent. Un homme qui n'avait pas pu tenir ses promesses. « Ramenez-moi en ville. Il faut que je réfléchisse. » Jack ne discuta pas. Il prit sa valise en silence et ils repartirent. Parlant de la vérité, ou de son absence dans les lettres, l'exagération n'était pas l'exception, c'était la norme, presque la règle. Un homme rédigeait une annonce et savait, la concurrence était énorme. Dans l'Ouest, des milliers de chercheurs d'or, de mineurs, de fermiers célibataires cherchaient des épouses. Les femmes étaient rares. Chaque annonce se battait pour attirer l'attention. Alors on embellissait. Propriétaire d'une mine pouvait signifier une concession déposée sans la moindre trouvaille. Une maison pouvait se révéler être une cabane ou une tente. Un revenu stable, l'espoir d'un revenu futur. Les prétendants ne considéraient pas cela comme une tromperie, ils considéraient cela comme de l'optimisme.
Les femmes mentaient aussi, bien sûr. Elles diminuaient leur âge, cachaient leurs enfants, exagéraient leurs compétences. Mais elles avaient moins de pouvoir dans cette transaction. L'homme payait le billet, donc il contrôlait la situation. La femme arrivait dans un endroit inconnu, sans argent pour le retour, sans connaissance, sans soutien. La tromperie de l'homme la piégeait. Combien de fiancés repartaient? Les registres paroissiaux et les lettres montrent environ 15 à 20% des mariages n'eurent pas lieu. La femme arrivait, voyait la réalité et repartait, si elle avait l'argent et le courage d'admettre son erreur. Qu'arrivait-il à celle qui revenait? Un stigmate social. Elle est allée dans l'Ouest chercher un mari, et elle est revenue seule. C'est qu'on n'a pas voulu d'elle. La famille pouvait l'accueillir, mais avec des reproches. Les perspectives d'un nouveau mariage tombaient à zéro. Cette nuit-là, Sarah était allongée dans le lit étroit de l'hôtel et pleurait dans son oreiller. Derrière le mur, on entendait les voix d'hommes ivres. En bas, la musique du saloon résonnait bruyamment. Jack était venu le matin, l'avait supplié de lui donner une chance, avait promis que tout changerait, qu'ils construiraient une maison ensemble, que l'argent serait bientôt trouvé. Sarah l'écoutait sans y croire. Mais retourner dans l'Est sans argent, avec un échec à son actif, sous les reproches de son père, c'était impossible. Alors, elle avait accepté. Ils s'étaient mariés une semaine plus tard, avaient emménagé dans une tente. Commença alors une vie que Sarah n'avait pas espérée. Elizabeth Royce arriva à Tombstone un samedi soir, alors que la ville grondait de toute sa puissance. Des saloons s'écoulait la musique, les hommes hurlaient, tiraient en l'air, versaient le whisky directement sur la poussière de la route. La diligence la déposa devant l'hôtel. Le cocher jeta son sac de toile à terre et repartit. Elizabeth se tenait au bord du plancher de bois et regardait autour d'elle. William Grant devait venir la chercher. Elle tenait à la main sa lettre, une seule, unique, brève. « Viens, je t'épouse. Le travail à la mine est stable. » Il n'avait rien écrit de plus. Elle avait répondu par l'affirmative, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Elizabeth avait 19 ans. Ses parents étaient morts du typhus quand elle en avait 14. Les parents n'avaient pas voulu d'elle. 5 ans comme domestique à Boston, elle lavait les sols, faisait la lessive, nettoyait les pots de chambre. La maîtresse la battait pour ses fautes. Le maître glissait ses mains sous sa jupe quand sa femme ne regardait pas. Quand la maîtresse mourut, le maître dit qu'il garderait Elizabeth auprès de lui à d'autres conditions. Elle comprit quelles conditions. Le lendemain, elle vit une annonce. Mineur, 42 ans, cherche épouse. Elle écrivit une lettre. William Grant répondit brièvement, envoya l'argent pour le billet. Elle partit sans se retourner. Un homme sortit de l'ombre près du saloon. Il titubait, se tenait au mur. La chemise déboutonnée, les cheveux ébouriffés, il empestait le whisky et la sueur. Il s'approcha, plissa les yeux. « Royce ?» Elizabeth hocha la tête. « Oui, Elizabeth Royce. Je suis Grant, William. » Il tendit la main pour lui serrer la paume, mais la manqua, vacilla. Elizabeth recula. Il était ivre, complètement, irrémédiablement ivre. « Vous me recevez dans cet état ?» William tenta de se redresser. « Samedi, j'ai reçu ma paye hier. J'ai fêté ça. Je pensais que tu arriverais demain. » Dans la lettre, c'était écrit « Samedi, 7 juillet. » Ah oui, j'ai dû confondre. Elizabeth le regardait. Pas 42 ans, plutôt 50. Le visage bouffi, rouge, le nez couvert d'un réseau de vaisseaux éclatés, les mains tremblaient. Ce n'était pas simplement un homme ivre, c'était un ivrogne. « Où vais-je dormir ?»« Chez moi, j'ai une maison, petite, mais le toit tient. »« Bien, montrez-moi le chemin. » William prit son sac, faillit le lâcher, le rattrapa. Ils marchèrent dans la rue, il trébuchait,
Elle marchait à côté en silence. Les hommes regardaient, quelqu'un rit, quelqu'un siffla dans leur dos. La maison se dressait à la lisière de la ville. Une bicoque de planches penchée, un toit de tôle, une fenêtre tendue d'un chiffon au lieu de vitres. À l'intérieur, ça sentait le tabac rance, le linge sale et l'urine. Un lit contre le mur, une table, une caisse retournée en guise de chaise, un tas de vêtements sales dans un coin. Sur la table, une bouteille de whisky à moitié vide. Elisabeth posa son sac près de la porte. « C'est ici que je vais vivre ?» William hocha la tête, s'affala sur le lit. « Range si tu veux. Je n'ai pas vraiment de temps. Le travail est dur. Je rentre. Juste pour dormir. » Elisabeth parcourut la pièce du regard. Puis le regarda. « Vous buvez tous les jours ?»« Pas tous les jours. Le samedi, c'est sûr. Parfois de mercredi, si on donne la paix plus tôt. »« Et vous travaillez ?»« Je travaille. À la mine Grande Centrale. Un travail honnête. Il paie régulièrement. Je ne suis pas un fainéant. » Il disait cela avec ressentiment, comme si on l'accusait injustement. Elisabeth ne répondit rien. Elle s'approcha de la fenêtre, regarda dehors. L'obscurité. La ville grondait au loin. À côté, William se mit à ronfler, étalé sur le lit, sans même avoir enlevé ses bottes. Elisabeth s'assit sur la caisse retournée et sortit de son sac un paquet de pas. Elle mâchait lentement, regardant l'homme endormi. Elle n'avait pas d'argent pour un billet de retour. Pas d'endroit où retourner. Pas de choix. Elle pouvait partir tout de suite. Aller voir quelqu'un, demander du travail. Mais qui aurait besoin d'une fille de 19 ans, sans recommandation, sans relation, sans argent? Au mieux, domestique à nouveau. Au pire, un saloon, où les femmes divertissent les hommes ivres pour de l'argent. Ou rester ici, épouser un ivrogne, nettoyer derrière lui, cuisiner pour lui, partager son lit, endurer, survivre. Elisabeth finit son pain, secoua les miettes de sa jupe, se leva, s'approcha du tas de linge sale et commença à le trier pour la lessive. Le travail apaisait. Le travail n'exigeait pas de décision. Parlons de la catégorie la plus vulnérable, de celle qui n'avait aucun choix. Les orphelines et les réfugiés économiques représentaient, selon les estimations, 20 à 25% des épouses par correspondance. Le groupe le plus sans défense, sans famille, sans argent, sans soutien. Pour elles, le mariage dans l'Ouest n'était pas un choix entre le bon et le meilleur, c'était un choix entre le mauvais et le pire. Quelles étaient les alternatives? Un emploi de domestique, avec un risque élevé de violence sexuelle. L'usine, avec ses 14 heures de travail quotidien et son salaire de misère. Les saloons et les bordels. La pauvreté. Mourir de faim ou de maladie dans la rue. Dans ce contexte, même un mariage avec un ivrogne semblait une option acceptable. Au moins, un toit, de la nourriture. Le statut de femme mariée au lieu du stigmate de vagabonde. Les statistiques de ces mariages sont sombres. Plus de la moitié se terminait en coexistence pénible. La femme endurait, l'homme buvait ou frappait, les enfants naissaient dans la misère. Il n'y avait presque pas de divorce. L'Église désapprouvait, les lois compliquaient, la société stigmatisait. La femme restait piégée jusqu'à la mort de son mari ou la sienne propre. Mais certaines survivaient. Mieux encore, certaines trouvaient le moyen de renverser la situation. Elles dégrisaient leur mari, prenaient le contrôle des finances, construisaient une vie à partir de rien. Cela exigeait une volonté de faire et une absence totale d'illusions. Elisabeth n'avait pas d'illusions. Cela lui donnait une chance. Le lendemain matin, William se réveilla avec un mal de tête. « Pardon pour hier. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça. » Elisabeth se tenait près de la table où elle avait étalé du linge propre. « Vous me frapperez quand vous buvez ?» William se retourna. « Non, je ne suis pas comme ça. Je suis un ivrogne tranquille.
Je bois, je m'endors. Je ne touche personne. Bien. Alors je vous épouserai. Mais à une condition. Si vous me frappez, ne serait-ce qu'une fois, je partirai. Peu importe où, mais je partirai. William hocha la tête. Je ne te frapperai pas. Je te le promets. Ils se marièrent le lundi. Le prêtre célébra une courte cérémonie. Les témoins furent trouvés dans la rue, 2 hommes inconnus. Il n'y avait pas d'alliance. William dit qu'il en achèterait une plus tard. Après la cérémonie, il partit pour son service à la mine. Élisabeth resta seule. Elle lava le sol, fit la lessive, jeta les bouteilles vides. Le soir, la maison avait l'air plus propre. Quand William revint, elle posa devant lui de la nourriture, des haricots, du pain, du café. Il mangea en silence. Puis, il la regarda. « Tu ne regrettes pas d'être venue ?» Élisabeth réfléchit, puis répondit honnêtement. « Je ne sais pas. Demandez-moi dans 1 an. » 1 mois passa. Mary Calhoun menait une double vie, maîtresse de maison à l'étage et associée de son mari en bas. Levée à 5 heures du matin, petit déjeuner, descente à la boutique à 6 heures. Thomas s'occupait des clients. Elle tenait le livre de comptes, notait les ventes, comptait les recettes, marquait les dettes. À midi, elle remontait, nourrissait les enfants, puis redescendait jusqu'à la fermeture. Le soir, elle préparait le dîner. Les enfants s'habituèrent rapidement. Le fils jouait avec les garçons des mineurs dans la rue, la fille aidait sa mère à la maison. Thomas était égal avec eux. Il punissait les bêtises, louait l'obéissance, n'essayait pas de remplacer leur père, mais devenait un soutien fiable. Le soir, lui et Mary discutaient des affaires. Combien ils avaient vendu, à qui accorder du crédit, à qui refuser. Les conversations étaient professionnelles, mais elles portaient en elles l'intimité d'un travail commun, d'objectifs partagés. Thomas dit un jour qu'il était content de son arrivée. Mary acquiesça. On pouvait vivre ici. Il parlait de projets d'agrandissement de la boutique dans 1 an ou 2, et Mary comprenait. Il l'avait incluse dans ses projets. Elle avait cessé d'être une variable temporaire. Elle était devenue partie intégrante de son avenir. Ce n'était pas le bonheur, mais c'était la tranquillité. Et la tranquillité, après 1 année de veuvage, se ressentait presque comme du bonheur. Sarah Lindstrom vivait sous une tente et pensait chaque jour à partir. Jack travaillait au claim de l'aube au crépuscule. Il creusait la terre, tamisait la roche, cherchait un filon qui n'existait pas. Sarah aidait comme elle pouvait. Elle portait l'eau du ruisseau, cuisinait sur le feu des haricots et de la bouillie de maïs, lavait ses chemises dans l'eau froide. La nuit, il dormait sur un matelas qui sentait la moisissure et la poussière. Jack la serrait dans ses bras, murmurait des mots d'amour et des promesses que tout changerait bientôt. Sarah restait les yeux ouverts, fixant le plafond de toile. Il n'y avait pas de trouvailles. Semaine après semaine, seulement de la roche stérile. Jack commença à s'énerver, à s'emporter contre elle pour des broutilles, puis à s'excuser, à promettre de se contrôler. L'argent fondait. Il vendit sa pioche de rechange, on acheta une nouvelle moins chère, vendit une couverture en trop, emprunta à un chercheur d'or de sa connaissance. Sarah le voyait se consumer de l'intérieur, se transformer de rêveur en raté désespéré. Un soir, elle demanda « Et s'il n'y avait pas d'argent ici, alors quoi ?» Il répondit, les yeux fixés sur le feu, qu'il y en avait certainement. Il fallait juste creuser plus profond. Elle ne posa plus de questions. Sarah s'éloignait vers le ruisseau, s'asseyait sur une pierre, regardait les étoiles. Elle pensait à la maison dans l'Ohio, à sa mère qui faisait des tartes le dimanche, à ses jeunes frères, aux collines vertes. Elle pleurait doucement, pour que Jack n'entende pas. Elizabeth Royce avait appris à survivre. William partait à la mine à 5 heures du matin, rentrait à 6 heures du soir. Sale, fatigué, silencieux.
Élisabeth l'accueillait avec le dîner, des haricots, des pommes de terre, parfois de la viande, si l'argent suffisait. Il mangeait, se lavait avec l'eau d'un seau, allait se coucher. Le samedi, il touchait sa paie et se rendait au saloon. Il rentrait ivre, mais pas agressif. Il s'effondrait sur le lit et ronflait jusqu'au matin. Élisabeth prit les finances en main. Dès le premier samedi après le mariage, elle l'attendit à la mine, quand on distribuait l'argent, et exigea la moitié. Elle expliqua simplement « Si tu bois tout, nous n'aurons plus de quoi manger ». Et elle n'avait pas l'intention de mourir de faim. William réfléchit et accepta. « Prends la moitié, mais ne me harcèle pas. » Le système fonctionna. Il buvait dans les limites de sa part, elle achetait les provisions et mettait de côté quelques cents pour les mauvais jours. La maison devint plus propre, les repas plus réguliers. William commença même à rentrer sobre en semaine. Parfois, il parlait pendant le dîner. Un jour, il demanda « Es-tu malheureuse ?» Élisabeth répondit honnêtement, sans lever les yeux de son repassage « Malheureuse, mais à Boston, je l'aurais été encore plus. » Il hocha la tête, acceptant la réponse. C'était le maximum d'intimité auquel il pouvait prétendre. Le dimanche, tous les trois se retrouvèrent à l'église. Mary vint avec Thomas et les enfants. Ils s'assirent au troisième rang, les enfants sages, Thomas écoutant attentivement le sermon. Sarah vint seule, Jack était resté au claim, disant que le dimanche n'était pas une raison pour arrêter de travailler. Elle s'assit au dernier rang, dans un coin. Robe sale, mains écorchées par le travail au claim, cheveux attachés n'importe comment. Élisabeth vint avec William. Il était sobre, rasé, en chemise propre. Elle avait insisté ce matin-là. Après l'office, les gens sortaient lentement, discutaient sur le perron. Mary remarqua Sarah, s'approcha, se présenta. Elle apprit qu'elle était arrivée 1 mois auparavant. Élisabeth se tenait non loin. Mary l'invita à les rejoindre. Il s'avéra, toutes trois épouses par correspondance. Mary était arrivée la première, 1 mois et demi auparavant. Elles se tenaient toutes les trois devant l'église. 3 femmes, 3 destins, 3 versions d'un même phénomène. Mary en robe propre, avec son mari propriétaire du magasin, avec les enfants qui couraient autour. Sarah en robe sale, le visage épuisé et les yeux rouges de larmes. Élisabeth en robe rapiécée, l'expression de pierre. Mary se voyait en elle. Elle voyait les différentes versions de ce qu'elle aurait pu devenir. Elle dit simplement « Si vous avez besoin d'aide, venez au magasin sur Allen Street, j'y suis tous les jours. » Toutes deux acquiescèrent. Puis elles se séparèrent. Chacune retourna à sa vie. Sarah vint au magasin des Anderson mercredi matin. Mary la vit sur le seuil, visage émacié, lèvres gercées, mains couvertes de coupures. Elle envoya l'assistant fumer, conduisit Sarah à l'étage, la fit asseoir à table, lui versa de l'eau. L'histoire fut brève. Une tente au lieu d'une maison, de la roche stérile au lieu d'argent, l'argent qui s'épuisait, l'impossibilité de continuer. Sarah voulait partir chez sa tante à Cincinnati, mais il fallait $40 pour le billet. Son père avait juré de ne pas la laisser franchir le seuil si elle revenait avec un échec. Mary sortit une boîte en fer blanc, compta $50, les posa sur la table. Sarah prit l'argent de ses mains tremblantes, demanda « Pourquoi m'aidez-vous » Mary répondit simplement « Parce que nous avons eu de la chance différemment toutes les deux. Mais ça aurait pu être l'inverse. Tu me rendras quand tu pourras, sans te presser. » Sarah décida de partir le lendemain. Un jour de plus dans la tente, et elle n'aurait plus la force de partir. Le soir, elle le dit à Jack. Ils étaient assis près du feu, ils faisaient du café. En entendant le mot « je pars », il se figea, la marmite dans les mains. Elle expliqua brièvement « Chez ma tante demain, j'ai le billet. » Il baissa la tête, dit qu'il était coupable, qu'il avait promis et n'avait pas tenu parole.
qui ne lui en voulait pas. Sarah répondit « Tu n'es pas mauvais, juste un rêveur, et je suis trop faible pour ton rêve. » Ils burent leur café en silence. Le vent agitait la bâche de la tente. Quelque part, des coyotes hurlaient. Le matin, Jack l'accompagna jusqu'à la diligence. Ils marchaient en silence, chacun pensait à ses affaires. Devant l'hôtel, il posa la valise, ils se dirent au revoir sans étreinte, sans baiser. Ils restèrent simplement debout, à se regarder. Puis il fit demi-tour et repartit vers son claim, vers sa roche stérile, vers son rêve. La diligence arriva à midi. Sarah s'assit près de la fenêtre. Tombstone s'éloignait, rue poussiéreuse, saloon, tente. Défaite et soulagement à la fois. Le jour même, Elizabeth était assise sur le perron de la cabane et comptait. 4 semaines sans règles. Nausées matinales, seins gonflés. Les signes étaient clairs. Elle les avait vus assez souvent chez ses patronnes à Boston pour les reconnaître. Un enfant. De William l'ivrogne. Dans cette cabane. Dans cette misère. Elle passa rapidement en revue les options. Partir enceinte, sans argent, sans soutien, nulle part où aller et rien pour y aller. Rester, accoucher ici, élever l'enfant dans la pauvreté, mais au moins avec un toit au-dessus de la tête. Il y avait aussi des femmes qui aidaient à s'en débarrasser, mais Elizabeth écarta cette idée immédiatement. Dangereux. Et un enfant, c'est un enfant. Le soir, quand William rentra de la mine, elle le lui dit franchement, debout près du poêle. Il cessa de manger, la regarda, demanda « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. Il resta silencieux, puis demanda « Tu veux le garder ?» Elle répondit « Je n'ai pas le choix. J'accoucherai. » Il accepta sans enthousiasme, mais avec compréhension. Cela signifiait qu'il fallait boire moins, mettre plus d'argent de côté, acheter un berceau et des langes. Ce n'était pas de la joie, mais c'était de la responsabilité. Pour Elizabeth, cela suffisait. Parlant du point de non-retour, qu'est-ce qui retenait une femme, même dans un mariage raté? Premièrement, le stigmate social. Revenir signifiait reconnaître publiquement son échec. La famille pouvait l'accueillir, mais avec des reproches. La société chuchotait « Il n'a pas voulu d'elle. Elle n'a pas su s'adapter. » Les perspectives d'un nouveau mariage tombaient à zéro. Deuxièmement, l'absence de divorce. L'Église n'approuvait pas, les lois rendaient la chose difficile. La procédure était longue, coûteuse, presque impossible. La femme restait liée à son mari juridiquement, même si elle vivait séparément. Troisièmement, la grossesse. Le piège le plus cruel. Accoucher hors mariage signifiait un stigmate à vie, pour soi et pour l'enfant. La femme restait avec son mari non par amour, mais parce que l'enfant avait besoin d'un nom légitime et d'un père. Sarah était partie parce qu'elle avait réussi à le faire avant la grossesse. Elizabeth était restée parce que l'enfant avait fermé toutes les portes. Mary était restée parce qu'il n'y avait aucune raison de partir. Le mariage s'était révélé être une transaction réussie. Parmi les épouses qui avaient accouché la première année, moins de 5% retournaient à l'Est. La maternité attachait plus solidement que n'importe quel sentiment. Octobre 1877. Tombstone avait grandi. De nouvelles maisons à la place des tentes, de nouvelles boutiques, une église en briques à la place de celle en bois. La population avait dépassé le millier d'habitants. La ville avait cessé d'être un campement temporaire. Elle devenait un établissement permanent, un endroit où les gens restaient et ne se contentaient pas d'extraire l'argent avant de repartir. Mary Calhoun était assise à la table de son salon et recevait des invités. La femme du forgeron, la femme du propriétaire de l'hôtel, la femme du médecin de Tucson. 4 femmes buvaient du thé dans une véritable théière en porcelaine.
Elle discutait de l'organisation d'une école. La ville comptait suffisamment d'enfants pour engager un instituteur. Il fallait de l'argent, un local, l'accord des parents. Mary promit $30 de sa part et de celle de Thomas. Elle dit qu'elle parlerait aux autres propriétaires de boutiques, leur demanderait de contribuer à leur tour. La femme du médecin notait dans un carnet « Si nous réunissons $150, nous pourrons payer l'instituteur pour 6 mois. » Mary versait le thé et pensait à la façon dont sa vie avait changé en 4 mois. Elle n'était pas simplement la femme du propriétaire de la boutique. Elle était devenue partie intégrante de la communauté. Les femmes venaient la consulter, les maris consultaient Thomas sur les affaires de la ville, les enfants fréquentaient l'école en construction, sa fille avait appris à lire, son fils s'était lié d'amitié avec les enfants des mineurs. Le soir, quand les invités furent partis, elle descendit à la boutique. Thomas fermait, comptait la recette. Ils discutèrent des projets. Les affaires allaient bien, mieux qu'un an auparavant. Au printemps, on pourrait ouvrir une deuxième boutique dans une autre rue. Mary accepta de gérer l'une, lui l'autre. Thomas demanda « Es-tu heureuse ?» Mary répondit honnêtement « Je ne sais pas ce qu'est le bonheur, mais je suis satisfaite. La vie est stable, les enfants sont en bonne santé, l'affaire prospère. Cela suffit. » Il lui prit la main. Elle ne se déroba pas. Elizabeth Grant se tenait sur le seuil de sa cabane et regardait le coucher de soleil. Son ventre saillait sous sa robe. 4 mois. L'enfant bougeait à l'intérieur. Elizabeth posait la main sur son ventre et sentait ses mouvements. La vie grandissait. La cabane avait changé. William avait réparé le toit, colmaté les fissures, installé une vraie vitre à la fenêtre, acheté un vrai lit. Elizabeth avait lavé les sols, accroché des rideaux en tissu bon marché. C'était devenu plus propre, plus chaud. William buvait moins. Il n'avait pas complètement arrêté. Le samedi, il allait quand même au saloon. Mais il rentrait plus tôt, buvait moins, lui donnait plus d'argent. Elle mettait de côté pour l'accouchement, pour les affaires du bébé, pour les mauvais jours. Il s'était mis d'accord avec la sage-femme, $5 quand ça commencerait. L'argent était déjà mis de côté. William sortit de la maison, se tint à côté d'elle. Il demanda « Comment te sens-tu » Elizabeth répondit « Je suis fatiguée, j'ai mal au dos, mais c'est supportable. Toutes les femmes accouchent, et j'y arriverai aussi. » Il posa maladroitement la main sur son épaule. Ils restèrent silencieux, regardant les montagnes qui s'assombrissaient sur fond de ciel orangé. Elizabeth pensait à l'avenir. L'enfant naîtrait en janvier, dans le froid. Il grandirait ici, parmi la poussière et les mineurs. Serait-il heureux? Elle ne le savait pas. Serait-il vivant et en bonne santé? Elle ferait tout pour cela. Elle n'attendait pas le bonheur, ni pour elle, ni pour l'enfant. Elle attendait la survie. Et la survie exigeait de la volonté et l'absence d'illusion. Tout cela, elle l'avait. Le samedi matin, la diligence arriva à Tombstone. Parmi les passagers se trouvait une jeune femme d'environ 25 ans, avec une petite valise et un visage désorienté. Elle descendit dans la rue poussiéreuse, regarda autour d'elle, serra sa valise contre sa poitrine. Mary la vit depuis la fenêtre de la boutique. Elle la reconnut aussitôt, au regard, à la posture, à la valise. Une fiancée par correspondance. Une nouvelle. La femme se tenait devant l'hôtel et regardait de tous côtés, attendant visiblement quelqu'un. Mary descendit, sortit dans la rue, s'approcha. La femme se présenta comme Catherine Wells. Elle attendait M. Brown, James Brown, propriétaire d'une mine. Ils devaient se marier. Elle était venue par correspondance. Mary hocha la tête, dit « S'il ne vient pas dans 1 heure, passe à la boutique au coin, je t'aiderai. » Catherine la remercia avec un soulagement dans la voix. Mary retourna à la boutique. Par la fenêtre, elle voyait Catherine debout qui attendait. Puis, un homme s'approcha, jeune, couvert de poussière, chapeau à la main.
Ils se mirent à parler. Catherine sourit avec hésitation. L'homme prit sa valise, ils s'en allèrent dans la rue. Mary les regarda s'éloigner. Une nouvelle histoire commençait. Se terminerait-elle par un succès ou un échec? Personne ne le sait. Mais le système fonctionne. La femme arrive, l'homme l'accueille. L'Église les marie. La vie continue. Elisabeth aussi avait vu ce couple. Elle revenait du marché, portant un panier de pommes de terre. La nouvelle fiancée regardait la ville avec espoir et crainte. Elisabeth se souvint d'elle-même 4 mois plus tôt. La même crainte, le même espoir. Maintenant la crainte demeurait, l'espoir s'était évaporé. Mais elle survivait. La nouvelle fiancée survivrait aussi. Ou ne survivrait pas. Ou partirait. 3 options. Les statistiques sont prévisibles. Quelque part loin dans l'Est, Sarah cousait des robes à Cincinnati et tentait d'oublier l'attente dans le désert.